François Fillon a poursuivi son périple guadeloupéen. L'ancien Premier ministre a martelé son attachement à notre archipel et redit que son credo était la liberté d'entreprendre. Nathalie Dinane et Moïse Dexter l'ont suivi. Et la menace de fermeture de classe plane toujours sur le collège Ginette Maragnès de Sainte-Anne. Les parents d'élèves espéraient obtenir gain de cause, mais ils ne relâchent pas néanmoins la pression. Le reportage de Linda Kayarsi dans ce journal. Et faut-il s'inquiéter des disparités entre l'Hexagone et notre archipel au niveau de la santé? Le président de la Fédération des médecins de France est en visite chez nous. Il rencontrera les médecins généralistes. L'objectif, recueillir leurs doléances. Bénédicte Jourdier l'a rencontré. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. François Fillon a poursuivi son marathon en vue des primaires de la droite et du centre. L'ancien Premier ministre a rencontré les présidents de région et du département pour discuter des particularités de notre archipel. L'occasion également pour lui de manifester son attachement aux Outre-mer qu'il considère comme faisant partie, je cite, intégrante du territoire national. Nathalie Dinane, Moïse Dexter l'ont suivi. 10 heures, François Fillon arrive à la région. Le candidat à la primaire de la droite et du centre est venu enrichir son programme des propositions du président de région, Harry Chalus. L'ancien Premier ministre propose des mesures qu'il déclinera en tenant compte des spécificités et des handicaps de la Guadeloupe. D'abord, c'est pour moi un honneur d'être reçu par le président de la région pour parler des problèmes spécifiques de la Guadeloupe, mais aussi pour confronter notre vision de l'avenir de la France dans sa globalité. Et donc c'est ce qu'on a fait de manière très libre, très franche et en même temps très constructive, parce que j'ai déjà retenu quelques idées que je vais tester dans le programme que je vais bâtir. Un programme radical comme il l'a précisé dans son ouvrage. François Fillon est prêt à l'amender. L'élan de liberté, de libération de l'économie proposé par le candidat a séduit Harry Chalus. Mais ce qui était important, que ce soit Marie-Luce Guilosbar et moi, nous lui avons fait comprendre un peu que ce que nous voulons pour l'outre-mer, c'est plus particulièrement pour la Guadeloupe, que les engagements soient tenus. Car très souvent, il y a des propositions, des candidats qui passent, qui sont élus et par la suite, l'outre-mer est oublié. Et nous avons fait aussi des propositions, des choses simples pour nous permettre d'avancer et de créer de la richesse et de l'emploi dans notre département. C'est ensuite au tour de la présidente du département, Josette Borel-Lincertin, de recevoir le candidat en bonne républicaine. Ils ont évoqué de nombreux dossiers qui nécessitent un accompagnement fort de l'État. J'ai surtout parlé de nos problèmes à nous, le problème de l'insécurité, donc de la violence et du chômage, puisque ce sont, je dirais, des problématiques liées. Je lui ai rappelé aussi que la Guadeloupe peut être aussi les autres DOM. Ce que nous souhaitons, c'est que nous ne soyons pas considérés comme un poids pour la France, mais partie intégrante de la France. Les présidents des collectivités ont insisté. Ils rappelleront à François Fillon ses promesses. Malgré un programme chargé, une visite au pas de charge, il était important de saluer les Bastériens. Un petit tour avant un déjeuner à l'évêché, auquel Madame le maire de la capitale a été conviée. Deuxième journée de mobilisation pour les parents d'élèves de l'école Ginette Maragnès de Sainte-Anne. Soutenus par la municipalité et le syndicat FSU, ils espèrent contraindre le rectorat à renoncer à la suppression de 3 classes. On regarde le reportage de Linda Kayarsi. Une cour de récréation déserte. Et pour cause, deuxième journée de mobilisation pour les parents d'élèves de l'école mixte de Ginette Maragnès. Ils s'opposent à la fermeture de 3 classes par manque d'effectifs. Et ce matin, réunion au sommet en mairie pour trouver une solution. Nous avons fait état des chiffres de 379 élèves pour l'année 2015-2016. Donc nous avons confronté aussi ces chiffres-là avec les chiffres de la municipalité. Donc nous attendons un retour par rapport à la municipalité de ces chiffres pour pouvoir bien effectivement faire état de ce nombre de 379. Et nous attendons une réponse positive du rectorat le plus rapidement possible. On a fait les comptes, donc il n'y a pas lieu de cette fermeture. C'est vrai qu'en général, nous sommes contre les fermetures.
Bon. Mais au-delà de la logique comptable, il y a d'autres logiques qui sont sociales, qui sont de sécurité, et c'est en ce sens que j'ai adressé un courrier à M. le recteur. Bon, au moment où j'ai adressé le courrier, je venais de recevoir sa lettre m'annonçant cette fermeture. Nous n'avons pas encore tous les éléments chiffrés, mais aujourd'hui nous avons des éléments que nous allons encore confirmer tout à l'heure dans les 2-3 heures à venir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fermeture. Bataille de chiffres d'effectifs, mais aussi bon nombre de problématiques, comme des questions de sécurité ont été abordées. Ils rendent difficile le bon fonctionnement de l'établissement. On a évoqué également les aspects d'ordre économique, sociologique, économique, pour bien montrer que c'est une école qui reçoit des enfants des quartiers défavorisés, des enfants qui rencontrent les difficultés face aux apprentissages, des enfants souvent qui sont non francophones et pour lesquels il faut un accompagnement pédagogique spécifique, toute chose qui nécessite tout de même un effectif dans les classes convenable. Une fois de plus, la communauté scolaire de l'école Ginette Maragnès attend du rectorat l'annulation de la fermeture des classes, ce qui devrait permettre aux élèves de l'établissement de poursuivre leur apprentissage en toute sérénité. Autre bataille, celle des élèves du lycée Schellcher en Martinique. Ils sont toujours mobilisés contre le projet de démolition imposé par la collectivité territoriale. Ce matin, 2 représentants des élèves ont participé à un comité de pilotage. Pas de quoi les satisfaire. On regarde le reportage de Sabrina Doré et de Régis, la TV Martinique. Il y a un sous-sol avec des salles informatiques. Et ces salles-là restent... Comme ça, vous faites la visite. Il faut monter. Monter pour découvrir l'un des bâtiments qui accueillera les élèves du lycée Schellcher à la prochaine rentrée scolaire. Ici, au lycée de Bellevue, ça sera l'immeuble 1. Pour plus de transparence, la visite d'aujourd'hui se fait pour la première fois en présence des représentants des lycéens qui seront transférés. En revanche, le flou persiste pour les futurs hôtes. Vraiment, le proviseur ne veut pas vraiment nous dire qu'est-ce qui se passe. On a fait une petite révolte ce matin. On n'a pas vraiment notre mot à dire dans la situation et moi je trouve ça pas très cool. On n'est pas sûr de ce que ça va donner en final, par exemple à la cantine ou même au CDI, dans les lieux communs. On n'est pas certain que ça puisse fonctionner et en plus, les 600 élèves, je sais pas si eux-mêmes sont d'accord pour ce déplacement. Il y a des rumeurs qui passent, qui disent ce qui vont se passer, mais ça ne reste que des rumeurs et on ne sait toujours pas comment ça va se dérouler. Donc on attend d'avoir des nouvelles par rapport à ça. Des nouvelles, c'est ce qu'attendait également la communauté scolaire du lycée Schellcher. La réunion du comité technique de ce matin n'a rassuré personne. Le temps passe, nous sommes fin avril et pour l'instant, toutes les questions que nous avions la semaine dernière, on n'y a pas encore trouvé de solution. Je vous donne un exemple, il nous manque des salles de cours pour l'instant, il nous manque encore 9 salles de cours sur l'ensemble des salles de cours dont on a besoin pour fonctionner. Et toutes les questions relatives au CDI, au laboratoire de langue, au réfectoire, à tout un ensemble de choses qui constituent un établissement scolaire. Il faut savoir qu'au lycée Joseph Gaillard, il y a déjà 2 lycées. C'est une cité scolaire, il y a 2 lycées, Dumas Jean-Joseph et le lycée Joseph Gaillard. On a déjà des problèmes de restauration, on a des problèmes de dispatching, ce qui veut dire que les élèves de Dumas, ils utilisent le plateau sportif comme les élèves de Gaillard, donc ça fait déjà beaucoup. Du côté de la CTM, le cap doit être maintenu. On a quand même des personnes au niveau du service administratif qui sont très compétents, qui m'ont déjà donné un rétro-planning, qui disent qu'objectivement on est capable de monter ce dossier pour la rentrée de septembre et pour que ces élèves fassent leur rentrée dans les meilleures conditions. La mobilisation des élèves du lycée Schellcher s'est terminée aujourd'hui. La prochaine réunion du comité technique est programmée mardi prochain. En Martinique, toujours, la grève à la collectivité territoriale a été suspendue hier soir après 5 heures de négociations. Un calendrier de travail a été décidé par l'intersyndicale. Pour les sites bloqués depuis 6 jours, le retour à la normale s'est fait naturellement. Les écoles et les bureaux ont repris du service ce matin. On écoute les explications de Francis Carole face à la caméra de Sabrina Doré et de Régis. Nous avons axé cette réunion autour des propositions qui avait été faite dans la lettre du président Marie-Jeanne le jeudi 14 avril. Il avait énoncé un certain nombre de propositions. Par exemple, que tous les agents des collèges et lycées seraient repris jusqu'au 30 juin. Ça c'est acté. Le personnel du laboratoire territorial d'analyse, le personnel de la DASEF. Donc il y a beaucoup d'avancées
que le président Marie-Jeanne avait mis sur la table pour discuter. Et c'est autour de ces propositions donc, que la discussion s'est déroulée. Est-ce la fin de notre système de santé? C'est la question que s'est posée le docteur Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France, auteur du livre autour de cette problématique et de passage chez nous. Il rencontre en ce moment même les médecins généralistes de la Guadeloupe à l'auberge de la Vieille Tour au Gosier pour échanger sur les spécificités de notre territoire. Un constat qui mérite toute notre attention. L'entretien est signé Bénédicte Jourdier. Je suis venu aux Antilles parce qu'on est en train de négocier une convention avec les médecins libéraux et qu'il était important de connaître les problèmes spécifiques qu'il y avait pour les Antilles. Donc je constate que la consultation aux Antilles est de 25,30 € et qu'à La Réunion, elle est de 27,60 €. Et donc il y a une anomalie là en ce qui concerne les médecins antillais. Mais surtout, ce que j'ai découvert là, c'est qu'il y a un surcoût pour le matériel technique parce que le matériel s'use prématurément. Du fait du climat. Et les médecins des Antilles réclament un surcoût de 30% pour tous les actes techniques où ils ont nécessité d'utiliser du matériel qui s'use précocement. Donc si vous voulez, là c'est une revendication à faire porter au niveau national et très rapidement parce que les négociations sont largement entamées et c'est une des raisons de ma venue. C'est vrai que en métropole comme aux Antilles, on a beaucoup de problèmes communs. Il y a la démographie qui est en train de s'effondrer, la médecine libérale qui n'attire plus, la menace du tiers payant généralisé obligatoire où on va noyer les médecins sous la paperasse sans absolument aucune garantie de paiement. Et donc nous on dit arrêtons de surcharger les médecins avec de l'administration et faisons en sorte que les jeunes aient envie de s'installer en libéral. Et donc il faut également faire connaître aux étudiants l'exercice libéral, multiplier les stages en libéral, que ce soit en médecine générale comme ça se fait timidement et en médecine spécialisée et aussi en chirurgie pour que les jeunes n'aient plus peur de s'installer en libéral, connaissent l'exercice libéral, n'aient plus peur de s'installer et à condition qu'ils connaissent une administration qui ne le harcèle pas comme on le fait beaucoup en métropole et comme on le fait aussi aux Antilles. Donc il faut foutre la paix aux médecins, vraiment. C'est un métier qui est passionnant, c'est un métier qui est dur et c'est un métier où il est souvent difficile d'exercer parce qu'on est confronté régulièrement à la fragilité de l'existence et il ne faut pas oublier que le taux de suicide chez les médecins est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Il y a un vrai problème d'organisation des soins. Il y a une anomalie. Les patients vont directement à l'hôpital, aux urgences, sans courrier du médecin traitant, sans courrier d'un médecin spécialiste, alors que la vraie organisation, ce serait on va aux urgences uniquement en ambulance, c'est-à-dire pour les urgences qui en sont des vraies. Donnons les moyens à l'hôpital d'accueillir correctement les véritables urgences, mais que les 80% de passages qui n'ont rien à faire à l'hôpital soient du ressort de la médecine de ville. Qu'il faut valoriser les soins non programmés pour que les médecins libéraux soient incités à accueillir tous ces passages qui n'ont rien à faire à l'urgence et modifier le mode de financement des urgences, car à chaque passage aux urgences, c'est 250 € qui tombent dans l'escarcelle du directeur de l'hôpital. Et c'est complètement anormal, car ce mode de financement est pervers et n'incite pas le directeur de l'hôpital à réguler l'accès aux urgences hospitalières. Sur l'ensemble de la France, 18 millions de passages, 15 millions qui n'ont rien à y faire, ça coûte 3 milliards à la collectivité. On pourrait largement laisser 1 milliard pour les urgences, pour qu'elles aient les moyens d'accueillir correctement les véritables urgences, et 2 milliards sur les médecins libéraux pour qu'ils aient les moyens d'accueillir les soins non programmés. Et ça, ce serait vraiment... On parle beaucoup de parcours de soins. Là, ce serait un vrai parcours de soins et un vrai début d'organisation du système de soins qui est actuellement totalement désorganisé. Donnons les moyens à l'hôpital de faire de l'hospitalisation, mais faisons en sorte que les gens n'arrivent pas inutilement à l'hôpital pour encombrer les urgences de pathologies qui n'ont rien à y faire. Là, ce serait vraiment une organisation du système de soins. On peut sortir du déficit et on peut organiser un système de santé. Il faut d'abord modifier les études, que les étudiants connaissent l'exercice libéral au sein de leurs études. Deuxièmement, il faut arrêter de confier chaque année 10 milliards de dettes supplémentaires à nos enfants. On peut s'en sortir parce que la sécurité sociale doit se concentrer sur les soins et arrêter de vouloir organiser les soins avec Sophia, Prado, des boutiques santé, des coachings santé qui coûtent 2 milliards à la collectivité et qui ne servent à rien. Il faut arrêter de dépenser 12 milliards de plus en médicaments que la moyenne européenne. Il faut réduire le nombre
nombre de lits d'hôpital et faire en sorte que les libéraux puissent accueillir précocement ou empêcher les patients d'aller à l'hôpital. 25% de lits en moins, ce serait 25 milliards d'économies. Et puis, il faut peut-être aussi penser aux complémentaires qui coûtent chaque année 33 milliards aux Français et 33 milliards dont, tenez-vous bien, près de 8 milliards de frais de gestion. C'est absolument colossal. Et là aussi, il y a moyen de faire des économies. Et si on voulait vraiment simplifier les choses, unifions les régimes généraux. Arrêtons d'avoir un régime pour les salariés, les marins, les agriculteurs, les étudiants, etc. Si on unifiait les régimes généraux et qu'on s'y attaquait vraiment, sur 5 ou 6 ans, on pourrait économiser 10 milliards. Donc on a les moyens, il manque le courage. Nouveau geste du gouvernement en direction de la jeunesse sur les recommandations du rapport remis hier par le député socialiste Christophe Sirugue. Manuel Valls envisage d'étendre les minima sociaux aux jeunes dès l'âge de 18 ans et non plus à 25 dès 2018. Que pensez-vous de l'ouverture de l'accès au RSA à des jeunes de 18 ans? On écoute vos avis recueillis par Linda Kayarsi. Les Guadeloupéens ont touché l'argent RSA à 18 ans. Ça qui est plus mauvais en Guadeloupe parce que c'est ce monde qui a mis la loi, l'argent dans les mains. Ils ont fait ça, ils ont voulu avec l'argent. Ils ne peuvent pas respecter les parents, ils ne peuvent pas respecter les gens qui sont dans la rue. Parce que ils ont mis la loi, l'argent, ils ont fait ça, ils ont acheté. Boss d'ailleurs, ils ont filmé les gens, ils ont voulu là, la Guadeloupe a viré tête en bas. Je pense que c'est trop jeune parce que les jeunes ne sont pas encore matures dans leur tête et ils ne sauront pas comment gérer cet argent-là. Surtout que maintenant, par rapport à la délinquance, on voit très bien qu'ils achètent la drogue, ils font des trucs néfastes avec. Alors je pense que c'est trop tôt pour qu'ils puissent bénéficier de ça. Il vaut mieux qu'ils fassent des formations de façon à mieux s'insérer dans la société et je pense que ce serait la meilleure des choses. Ouais. Je dirais non, parce que je pense qu'ils sont encore trop jeunes et la loi c'est à 25 ans. Donc je pense que ces enfants-là peuvent continuer l'école et attendre cet âge-là. Parce qu'à cet âge-là, les enfants n'iront plus à l'école parce que bon, ils ont l'argent. C'est ce qu'ils attendaient. Moi, je pense que c'est non. C'est une bonne idée, mais il faut l'améliorer. Il faut voir des amendements là-dedans. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. On pourrait... Mais il ne faut pas que ça devienne quand même systématique pour tous les jeunes. Il y a certains jeunes qui en méritent et d'autres, il faut voir. Eh bien, oui. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Quand on n'a pas de boulot, ça sert beaucoup. Hein. Ça peut aider, après si on trouve quelque chose après, on va travailler après. Donc c'est une solution de dépannage? Oui, tout à fait, c'est une dépannage. Eh bien je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose de pouvoir bénéficier très rapidement dans notre vie et de façon assez jeune, c'est-à-dire 18 ans. 18 ans, je ne suis pas sûr qu'on soit encore maturé, qu'on soit des gens encore intègres et des gens qui savent ce qu'ils veulent. Donc bénéficier du RSA si tôt, c'est ne pas permettre à l'enfant, parce que pour moi 18 ans c'est l'enfant, je ne suis pas beaucoup plus vieux, hein, mais c'est ne pas permettre de s'épanouir de façon autonome et c'est se laisser pour... Ça dépend de la personne évidemment, ça dépendra de la personne à qui on offre ce RSA, mais ça va lui montrer que la vie est simple et qu'on peut avoir tout sans rien faire. Or je pense qu'il faut travailler un minimum pour s'épanouir et avoir le minimum syndical pour vivre dans la normalité, j'ai envie de dire, chacun a sa normalité, mais de vivre convenablement. Les régimes de retraite complémentaires sont dans le rouge, ils reçoivent beaucoup moins d'argent des actifs qu'ils n'en servent aux retraités. Résultat, le déficit ne cesse de se creuser, menaçant l'existence même de ces retraites complémentaires, pourtant indispensables. Joël Destom, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition. Les partenaires sociaux ont signé en octobre dernier un accord dit historique. Comment fonctionnera concrètement ce nouveau système? Alors le système n'est pas modifié, mais l'accord signé le 30 octobre apporte des mesures d'ajustement. Il y a deux types de mesures, celles qui ont pris effet le 1er janvier 2016 et celles qui s'appliqueront en 2019. Parlons de celles qui s'appliquent déjà. Il y a dès le 1er janvier 2016 des mesures de moindre revalorisation de la pension de retraite et des mesures de report dans le temps pour ce qui concerne les retraités.
Il y a aussi des mesures qui tendent à augmenter progressivement les cotisations, on va le dire comme ça très simplement, et puis d'autres mesures de maîtrise, de gestion des dépenses dans les institutions de retraite complémentaires. Oui, alors ça veut dire que le bel âge pour partir à la retraite désormais sera de 65 ans dès 2019 ? Alors ça, effectivement, à partir du 1er janvier 2019, vont s'appliquer deux types de coefficients. Un coefficient de solidarité ou une espèce de malus, et puis un coefficient de valorisation de trimestres supplémentaires effectués, qu'on fasse 8, 12 ou 16 trimestres supplémentaires, on bénéficiera d'une espèce de surcote. Idéalement, ceux qui pouvaient partir à 62 ans, s'ils ne souhaitent pas voir ce malus s'appliquer, devront partir à 63 ans, alors qu'ils étaient à taux plein dès 62 ans. Le gouvernement fait en sorte que les gens restent plus longtemps au travail, et en même temps, il faut laisser la place aux jeunes. Est-ce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue ? Alors j'insiste beaucoup, ce sont les partenaires sociaux qui ont signé cet accord. Et là, vous posez une question qui est déterminante pour le système. Depuis 20 ans, la retraite est au cœur du débat public. Est-ce qu'il y a des facteurs démographiques? Oui. Des facteurs économiques? Oui. Le système doit-il évoluer? Peut-être. Facteur démographique, nous vivons plus longtemps en bonne santé à l'âge de la retraite, donc forcément les pensions à verser sont de montants plus importants. Facteur économique, le contexte actuel ne favorise pas l'entrée massive sur le marché du travail des jeunes et les cotisations qui permettent de financer immédiatement ces retraites ne sont pas là. Comment on explique ce déficit des retraites complémentaires? Parce qu'elles se portaient plutôt bien jusque-là. Mais tout simplement parce que petit à petit, les réserves s'épuisent. Aujourd'hui, le résultat de la GIEC et de l'ARCO est déficitaire sur le plan technique et les réserves seraient épuisées en 2023 pour l'ensemble si rien n'était fait. On l'explique justement par ce déséquilibre progressif entre le nombre de cotisants, le nombre de retraités. Est-ce que cet accord est selon vous juste et est-ce qu'il suffira à sauver justement les retraites complémentaires? Il a le mérite d'exister, il est signé par des partenaires sociaux, donc je trouve que l'expression d'un consensus sur des sujets aussi importants est toujours très fort. Est-ce qu'il suffira? Certainement non. Vous aurez noté que le nombre d'accords est de plus en plus récurrent, fréquent. Nous en avons eu en 2003, en 2010, en 2013, nous en avons eu en 2015. Il est fort probable que dans les 2-3 années à venir, les partenaires sociaux se réunissent à nouveau afin d'examiner les hypothèses réalisées par le Conseil d'orientation des retraites. Est-ce que vous trouvez que c'est normal finalement que les gens qui ont envie de partir à 62 ans soient obligés de voir leur pension diminuer? La question qu'il faut se poser, c'est le degré de préparation aujourd'hui que l'on a sur ces sujets. Est-ce que c'est normal? C'est très difficile de se prononcer puisque ces éléments dépendent d'un contexte donné, d'un environnement donné. En revanche, ce qui est préoccupant, c'est le nombre de citoyens qui ne se posent pas la question. Comment je prépare ma retraite? Quelle est ma situation? Quel est mon audit de protection sociale? Ce sont ces sujets qui aujourd'hui, à mon avis, doivent être placés au cœur du débat de société. Quelle est la situation pour la Guadeloupe concernant les retraites complémentaires? Alors écoutez, la situation de la Guadeloupe, comme celle des Outre-mer, elle est différente puisque nos institutions sont jeunes et plutôt excédentaires. Mais une fois que j'ai dit ça, je dois rappeler que nous sommes dans un système de solidarité nationale et que chaque année, des mécanismes de compensation permettent de reverser ces excédents afin de contribuer à l'équilibre général du régime. Je dois rappeler que lorsque l'institution ouvre ses portes en 1974, on va verser immédiatement des retraites alors qu'il n'y avait pas de cotisation encaissée. Ça veut dire quoi? Que pour la Guadeloupe, avec juste les cotisations des salariés, on pourrait justement éviter cette réforme? La réflexion est difficile à mener. La Guadeloupe est dans un ensemble national. Aujourd'hui, la compensation s'effectue dans un sens outre-mer vers Hexagone, mais j'insiste beaucoup, lorsque les institutions ont débuté leur activité en outre-mer, en 1974, les salariés de la CAN, les retraités de la CAN ont immédiatement perçu des pensions qui étaient versées avec la solidarité provenant d'ailleurs. Et en parlant de la CAN, quels sont les rapports justement avec les entreprises? Est-ce que les cotisations rentrent bien en Guadeloupe? Alors aujourd'hui, on a un contexte considéré par beaucoup difficile et nous privilégions pour que les cotisations rentrent correctement les démarches de recouvrement amiables. C'est la raison pour laquelle nos services tentent de multiplier les appels, les SMS, les mails. Et ça fonctionne? Globalement, oui. Globalement, oui. Nous avons plutôt le sentiment que
l'entreprise souhaite faire face à ses obligations sociales. Il y a, comme dans toute situation, certains qui veulent l'éviter, mais je considère que c'est l'exception. Dans notre portefeuille clientèle, non, très honnêtement non. Et nous sommes plutôt dans une logique de valorisation de l'activité économique, de valorisation du rapport à l'entreprise, car nous sommes conscients que si le système aujourd'hui existe, si on veut qu'il soit pérennisé, il faut impérativement apprécier la valeur contributive des salariés, des entreprises. Et concernant la retraite des cadres, qu'en est-il? La retraite des cadres est dans une situation un peu plus difficile. J'évoquais tout à l'heure un horizon d'épuisement des réserves à 2023 pour l'ensemble. Dans la réalité, ce serait 2025 pour l'ARCO, retraite des non-cadres, et dès 2018 pour la retraite des cadres si rien n'avait été fait. Il est fort probable, puisque l'accord prévoit un régime unique ou unifié en 2019, qu'une solution soit conçue pour que ce régime unique reprenne l'ensemble des droits et des obligations des deux systèmes. Joël Destom, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous. En Guyane, vous allez le voir, les tarifs des produits alimentaires coûtent 34% plus cher que dans l'Hexagone. C'est le résultat d'une étude de l'INSEE publiée la semaine dernière. Le coût global de la vie revient, lui, à 11% plus cher que sur le plan national. Le point avec nos confrères d'ATV Guyane. Ce couple fait ses courses pour la semaine. De passage en Guyane, il remarque très clairement la cherté des produits alimentaires par rapport au prix pratiqué en Hexagone. C'est nettement plus cher ici. Ah ouais, parce qu'avec moi il faut dire que c'est la viande aussi qu'on n'a pas pris. Et on n'a pas pris, j'ai pas pris de riz déjà. Comme il ne faut pas manger beaucoup de viande et comme c'est cher, alors les gens préfèrent se rabattre sur quelque chose de moins cher. En Guyane, le niveau de prix des denrées alimentaires est en moyenne 33,9% plus élevé qu'en France hexagonale. Ces résultats de l'INSEE ne tiennent compte que des produits les plus consommés. Concrètement, un produit qui va être d'une qualité quelconque et qui est peu consommé dans un endroit va être tendance à être plus cher, alors qu'un produit de qualité équivalente, par exemple d'une autre marque, et qui est beaucoup consommé, et pourtant c'est à peu près la même chose, va être moins cher. Donc pour éviter cet effet-là, nous on a pris en compte les produits les plus consommés, mais une globalité de produits. Et parmi les produits de consommation courante, se transporter par avion coûte plus cher. Le poisson, les produits de boucherie, les laitages. On est sur des frais rendus, des coûts de transport rendus à plus de 12 € par kilo. On a un octroi de mer qui vient gonfler artificiellement nos prix de revient et en conséquence nos prix de vente. On a des obligations de couverture de stock dans nos entreprises qui sont plus importantes que ce qu'on peut avoir en métropole. Donc automatiquement, on a de la gestion plus fine. On a une augmentation naturelle compte tenu qu'on a plus de marchandises de la casse. Donc on jette un petit peu plus de marchandises que sur un territoire français. Dans ces grandes surfaces, le directeur estime à moins de 50% la part de l'importation en provenance de l'Hexagone. Réduire les importations pourrait contribuer à réduire les prix. On aura aussi certainement la possibilité de s'approvisionner plus facilement sur nos territoires proches. Je pense au Brésil, je pense à des pays autres qui sont transfrontaliers aux nôtres. Il va falloir que nos responsables se mettent autour de la table pour parler de ça. Les critères européens actuels de la sécurité alimentaire limitent l'accès du marché guyanais aux pays frontaliers. La Guyane dépend à plus de 50% de l'importation en provenance de la France hexagonale. Restez avec nous. Dans un instant, nous irons à l'URMA, l'université des métiers qui a ouvert ses portes aux collégiens aujourd'hui. Et puis nous retournerons sur les bancs de l'école pour un cours d'histoire sur la traite négrière au collège de Nestor, de Kermadec, de Pointe-à-Pitre. L'université régionale des métiers et de l'artisanat ouvre ses portes aujourd'hui aux collégiens du Sud-Basse-Terre. Leur ambition, permettre à ces futurs lycéens de découvrir les métiers de l'artisanat. Ont-ils réussi à les convaincre? Karen Diama a suivi une classe du collège de Bouillante pendant leur visite. On regarde. Moi, je veux devenir un cuisinier. Et c'est parce que c'est ça que j'adore. Moi, c'est esthétique parce que j'ai pas
c'est ce que j'ai besoin de faire. Chania et Thomas sont tous les deux en classe de 4e et pensent déjà à leur orientation professionnelle. Alors pour avoir une idée du métier qu'ils souhaitent exercer, mais surtout pour connaître les filières adaptées, ils ont assisté avec leur classe à la journée porte ouverte de l'URMA. Nous avons amené avec nous les élèves de 5e, de 4e, de 3e. Donc en priorité, nos élèves de 3e, puisqu'ils sont en train de préparer leur projet professionnel. Donc ayant préparé le terrain avec eux, ils ont le choix soit d'aller en lycée professionnel, soit de partir la préparation CAP par apprentissage. Donc cette occasion, c'était une aubaine, les emmener découvrir les métiers de l'alternance. Et parmi les filières proposées, Chania, Thomas et leurs camarades ont pu découvrir l'atelier pâtisserie. La pâtisserie, globalement, c'est un métier assez exigeant, qui demande un peu de rigueur. Qui serait intéressé par la pâtisserie? L'atelier cuisine, avec son laboratoire multifonction. On a les différents apprentis qui préparent en fin de compte un CAP cuisine, voire un BP, et on leur montre toutes les bases de la cuisine. L'atelier esthétique. On a des futures esthéticiennes, vous en avez 3 là, donc on fait principalement tout ce qui est technique esthétique ici. Ou encore l'atelier plateau technique boulangerie. Ici, on ne fait que du pain de la viennoiserie sur ce plateau-là, que du pain de la viennoiserie. Alors, la viennoiserie, vous connaissez tout le monde, vous faites la différence. Une multitude d'ateliers qui ont permis à Chania et Thomas d'être confortés dans leur choix de carrière. J'ai trouvé ma journée très bien et j'ai apprécié tout ce qu'on a vu dans les ateliers. La journée s'est bien passée. Les chefs nous ont appris beaucoup de choses, les patrons aussi. Enfin, surtout l'esthétique, c'est ce que j'ai apprécié le plus. Auteur de ce projet, l'URMA a souhaité aiguiller ce jeune public dans ses choix d'orientation qui s'avèrent parfois compliqués. L'apprentissage, c'est une formation tripartite. Il y a le CFA, bien entendu, le centre de formation des apprentis, l'apprenti et l'entreprise d'accueil. Donc la formation repose sur la signature de contrats d'apprentissage. Les apprentis sont des salariés. Et donc il est important effectivement d'expliquer tout cela parce que passer d'un statut scolaire à un statut de salarié, des fois c'est un peu déstabilisant, notamment pour un public de 15-16 ans. Avec plus de 300 élèves reçus lors de cette première édition, les portes ouvertes de l'URMA ont été un véritable succès pour tous les acteurs. Et aujourd'hui, au lycée Acajou 2, au Lamentin en Martinique, un séminaire sur l'égalité des filles et des garçons à l'école a été organisé par l'Académie. Sensibiliser et faire prendre conscience des différences liées au sexe des individus n'est pas une chose aisée. Enseignants, personnel pédagogique et parents sont tous concernés pour tenter de combattre ce fléau. On regarde le reportage d'Alwin Courcy d'ATV Martinique. Ils ont à peine 18 ans et pourtant les différences entre filles et garçons se font déjà beaucoup ressentir. J'ai pu constater des inégalités dans la cour de récréation, aussi au stage. Les filles avec moins de chances de trouver des stages que les garçons. Surtout dans le travail, oui, et surtout comme par exemple en entreprise. Lorsqu'on y va, on regarde bien que les garçons, ils sont situés plus rapidement dans les plus hauts grades que les femmes. Les couleurs, les jeux, les ambitions, dès le plus jeune âge, les codes sociaux conditionnent filles et garçons à des tâches correspondant soi-disant à leur sexe. Des stéréotypes que le corps enseignant tente d'effacer tout au long de la scolarité. Le problème de ces stéréotypes, c'est que les enfants n'en ont pas conscience. Ils grandissent avec depuis la petite enfance. Leurs parents, l'école, même les copains, les médias surtout, interviennent pour construire ces stéréotypes et les enfants grandissent avec, c'est ce qu'on appelle les représentations mentales. Et nous, on essaie vraiment de dénoncer, de leur montrer, de pointer du doigt ces stéréotypes et en leur montrant, ça va aider aussi à les déconstruire. Un travail qui ne serait rien sans la complicité des parents. De plus en plus, nous le voyons, les parents sont sollicités pour travailler avec les équipes enseignantes et donc je crois qu'il faut vraiment mettre le point focal sur ces efforts de manière à ce que ça ne soit pas l'affaire d'une entité, parents ou professeurs, mais l'affaire de chacun. Les adolescents communiquent peu sur des souffrances et des inégalités qu'ils pourraient subir, un isolement que les équipes pédagogiques cherchent à combattre par la communication. Ce qu'on cherche à développer, c'est justement cette liberté de ne pas, en tant qu'individu, s'enfermer dans une sphère, parce que nous sommes de tel ou tel sexe, mais plutôt de voir quand finalement on a une infinité de possibles en tant qu'individu.
À l'image du séminaire, la pédagogie est impulsée par l'Académie de Martinique et souhaiterait toucher toutes les classes de l'éducation nationale. Pour effacer ces inégalités, il serait important justement de travailler depuis le premier degré jusqu'au lycée avec des actions qui sont menées en interdisciplinarité par tout le personnel au sein des établissements scolaires. Ces inégalités ne sont malheureusement pas vécues qu'à l'école. Dans le monde professionnel, les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes. Et en Martinique, un job dating était organisé à Gros-Morne pour aider les jeunes à trouver leur job d'été. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Bonjour. CV en main, Gaëlle s'avance pour son entretien. À la recherche d'un premier emploi, elle ne fait pas la fine bouche. Il lui faut un job de vacances, quel qu'il soit, pour mener à bien son projet. C'est pour m'aider à financer mes études à venir. C'est pas vraiment évident parce qu'en fait, on doit, on va dire, se vendre. Merci beaucoup. Au revoir. Avec elle, près de 400 jeunes inscrits à la mission locale Nord-Martinique participent à la manifestation Job Vacances. Décrocher un emploi est l'objectif principal, mais les motivations varient. C'est pour le fait de pouvoir s'occuper pendant les vacances, pour ne pas rester traîné, à ne rien faire, et aussi pour faire un peu d'argent de poche. C'est plutôt pour avoir un premier rapport avec le monde professionnel. Comme ça va m'inciter à entrer plus facilement dans le monde professionnel. Pour cela, on ne peut pas dire que les professionnels jouent le jeu. Sur 100 invités, seuls une trentaine sont présents. Et pour certains d'entre eux, c'est l'occasion d'effectuer des recrutements plus pérennes qu'un job de 2 mois. Cette rencontre nous a permis de proposer des candidatures sur le plus long terme, c'est-à-dire des CDD qui pourraient déboucher sur des CDI. Donc ça nous permet de vraiment avoir un échange avec les jeunes pour savoir quels sont leurs objectifs et ce qu'ils pourraient apporter à notre structure. L'opération Job Vacances en est à sa 5e édition. L'objectif est la mise en emploi d'un maximum de jeunes issus du nord de la Martinique, une zone particulièrement touchée par le chômage. On est à plus de 60% de chômage de jeunes sur le nord, ce qui est énorme. Sur beaucoup de territoires en France, on est dans les 20, 25, voire 30%. Mais dans les DOM, surtout particulièrement notre nord Martinique, on est à plus de 62% de chômage de jeunes. C'est pas possible, c'est pas imaginable. À l'issue de la manifestation, chaque employeur aura retenu une dizaine de jeunes. Ils seront convoqués pour un entretien qui finalisera leur embauche. Ceux qui ne seront pas retenus n'auront pas tout perdu. Cette journée est aussi l'occasion de s'entraîner à l'entretien d'embauche, une expérience qu'ils pourront toujours mettre à profit ultérieurement. Autre expérience inédite, celle d'utiliser le langage des signes pour communiquer avec les bébés. C'est l'objet de la formation proposée par l'association CERAC de Guyane. Pendant 2 jours, parents et futurs parents, mais également enseignants, sont venus apprendre les signes essentiels pour se faire comprendre. On regarde. Bébé a bien mangé, bébé a bien bu, bébé n'en peut plus. Bravo. Ici, on apprend à parler le bébé. Fini les mimiques et les onomatopées dénuées de sens. Communiquer avec un enfant en bas âge, ça s'apprend grâce à la langue des signes. Signer, c'est pareil que parler. Quand on parle, le bébé, il entend, il voit, il enregistre et au fur et à mesure, il va commencer à verbaliser. Et bien, signer, c'est pareil. Mais là, on accompagne le signe avec la parole. Donc, le jour où l'enfant veut exprimer un besoin, un ressenti, eh bien, il va pouvoir utiliser les signes. Parce qu'il sait que quand maman me dit, par exemple, est-ce que tu veux manger encore? Et ce jour-là, j'ai envie de dire encore, mais je ne peux pas encore l'exprimer. Eh bien, j'utilise mes mains et il le fait, le bébé le fait. Donc, résultat. Eh bien, il y a moins de frustration, moins de pleurs, moins de colère, moins de problèmes et c'est aussi une communication beaucoup plus riche, une relation plus riche avec maman et papa. Est-ce que tu veux du pain? Pain. Alors, c'est l'image, je tranche. Regarde. Sentiments, émotions, nourriture, mais aussi des jeux et des mises en situation, tout y passe. La formation bébé signe est ouverte à tous, même si elle est très prisée par les professionnels de la petite enfance. Beaucoup d'enfants en Guyane sont primo-arrivants, c'est-à-dire qu'ils viennent du Suriname ou d'autres endroits et ils ne parlent pas du tout français. Donc eux, apprendre la lecture sans en plus connaître la langue française, c'est complètement impossible. Donc l'intérêt pour moi de venir apprendre aussi à parler avec les mains, c'est de pouvoir communiquer avec ses enfants. En tant que psychomotricienne, on travaille avec le corps, donc là c'est aussi une manière de communiquer avec son corps, avec l'autre. Voilà, on fait une séance, encore, on joue, encore, non maintenant c'est fini. C'est clair et c'est très compréhensible par beaucoup d'enfants qui ont des difficultés de langage ou pas même. Le but de cette formation est d'apprendre 100 mots de vocabulaire,
Comptez 265 € pour 12 heures de cours. La prochaine session Bébé Signe aura lieu fin 2016 en Guyane et il y a déjà des demandes. Bravo les filles! Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Il y aura des coupures d'électricité demain dans plusieurs communes de l'archipel, notamment à Saint-Louis de Marie-Galante et puis à Baie-Mahault ainsi qu'au Gosier, toute la matinée. Et puis faites des réserves d'eau si vous habitez les quartiers de Calvaire et l'Official à Baie-Mahault. En raison de travaux sur le réseau, la distribution de l'eau potable sera coupée demain dès 8 h. L'eau devrait revenir dans vos robinets en fin d'après-midi. Et enfin, sachez qu'une campagne de dératisation aura lieu à Baïf jusqu'au 22 avril aux sections Cholette, Linière, Batterie du 25 au 4 mai. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.